Bonjour à tous, bienvenue au cours de tolérance dimensionnelle et géométrique. Cette semaine, au chapitre 2, nous allons parler des chaînes de cotes. Dans ce module, premièrement, nous allons introduire qu'est-ce que c'est que les chaînes de cotes. Ensuite, nous allons faire le tracé vectoriel des chaînes de cotes. Nous allons utiliser le logiciel Cotation pour faire des exercices. On va aussi voir des exemples avec ce logiciel-là. Et par la suite, je vais vous expliquer la partie d'exercice que vous aurez à faire. Premièrement, qu'est-ce que c'est que les chaînes de cotes? Donc, l'objectif, c'est que ça va nous permettre de calculer l'ajustement, donc les jeux minimum et maximum, ou encore ça va nous permettre de calculer les tolérances des pièces pour un assemblage qui va contenir plus de 3 pièces. OK? 3 pièces ou plus. Maintenant, le plan de match. Comment on va faire pour réaliser les chaînes de cotes? Donc, pour que ce soit simple, étant donné qu'on va avoir des pièces mécaniques, des assemblages mécaniques qui vont être assez complexes, on va y aller par étapes vraiment structurées. Premièrement, on va utiliser une méthode graphique. On va tracer des vecteurs en respectant certaines règles et ensuite, cette chaîne de vecteurs-là va me permettre de déduire les équations. Donc, on aura deux possibilités à partir des équations, soit que je vais concevoir les pièces et calculer les jeux résultants. Donc, c'est une méthode essai-erreur. Ou encore, on va fixer le jeu. On va décider, par exemple, que je vais avoir un jeu LC9 dans ma chaîne de cotes et je vais calculer les tolérances des pièces pour arriver à ce jeu-là. Donc, la méthode graphique. Première étape, on va devoir identifier le jeu. Donc, comme on voit sur la figure, les figures qui est représentée ici, on est venu positionner, dans le fond, toutes les pièces, on est venu les placer, si on peut dire, toutes collées les unes sur les autres, de façon à obtenir seulement qu'un jeu. Okay? Ici, il va seulement avoir un jeu qui va être utilisé. Donc, le jeu, on va lui donner un nom. On va l'appeler, par exemple, J quelque chose. Donc, si c'est le premier jeu que je calcule dans mon assemblage, on pourrait l'appeler JA. Par la suite, si j'ai d'autres jeux à calculer, je vais les appeler JB, JC, etc., etc. Donc, je vais y aller de façon séquentielle. Ici, faites attention, dans la figure que je vous donne ici, on n'appellera pas les pièces avec des lettres. Les pièces vont toujours être numérotées. Donc, celle-là ici, ça serait ma pièce 1, 2, 3 et 4. Okay? Contrairement à ce que vous avez vu, de ce que vous voyez dans les figures qui sont représentées ici. Maintenant, le jeu en tant que tel, euh, lorsque je vais avoir un jeu, dans le fond, je vais toujours le représenter avec un vecteur, comme on voit dans la figure au centre ici. Donc, le vecteur va être en sens positif lorsqu'il va pointer vers la droite, comme on est ici. Donc, le sens positif est vers la droite. Lorsque je vais travailler à la verticale, pardon, dans l'exemple suivant, le sens positif va toujours être vers le haut. Et quand je vais y aller en diagonale, ben là, ça va être entre les deux, dans le fond, tout dépendant de l'orientation. Là, je vais donner positif ou négatif. Maintenant, le jeu il est toujours positif dans ma chaîne de vecteurs. Ça pourrait arriver qu'une fois que j'ai fini de calculer les pièces, que ça me donne un serrage. À ce moment-là, le jeu va tomber avec un signe négatif. Donc, ça voudrait dire que les pièces vont être serrées. Maintenant, je ne changerai pas pour autant la direction du vecteur. Le vecteur va toujours rester dans le sens positif pour le jeu. Maintenant, deuxième étape, on va identifier les surfaces fonctionnelles de notre assemblage. Donc, c'est quoi les surfaces fonctionnelles? Il va y en avoir deux sortes. Il va y avoir les surfaces terminales et il va y avoir les surfaces d'appui. Okay? Donc, ces surfaces-là, très faciles à déterminer. Les surfaces terminales, c'est ceux qui sont de chaque côté du jeu. Donc, on les voit ici représentés en noir. Et les surfaces d'appui, c'est comme le nom le dit, c'est lorsqu'il y a deux pièces qui vont s'appuyer l'une sur l'autre. Donc, on en a ici. Donc, dans mon exemple, j'aurai les surfaces 1, 2, 3 qui vont être des surfaces d'appui. Et j'ai la surface 4 et 5 qui vont être des surfaces terminales.
Donc, on va voir plus tard pourquoi est-ce que c'est important d'identifier ces différentes surfaces-là. Maintenant, la méthode graphique pour tracer les vecteurs. Donc, premièrement, on va y aller avec le vecteur de condition ou encore le vecteur de jeu et on va le dessiner avec une grosse flèche. Donc, on va le représenter vraiment avec un gros vecteur très large pour faire une distinction avec les vecteurs des pièces qui, eux, vont être des plus petits vecteurs, avec des flèches standards, qu'on pourrait dire. Je vais aussi lui donner un nom à mon jeu. Donc, lui, je vais l'appeler JA dans cet exemple-là, parce que c'est le premier jeu que je fais dans la chaîne de code. Ensuite, chacune des pièces est identifiée. Donc, pareil comme on fait dans les dessins d'assemblage, on va donner des numéros à nos pièces. Ça va être important. Et puis, on remarque aussi que dans cet assemblage-là, j'ai collé les pièces comme ceci. Donc, je les ai, si on peut dire, là, je les ai rassemblées d'un côté comme de l'autre pour avoir seulement qu'un espace. Si vous avez deux jeux dans un assemblage qui contient des pièces comme ça, à ce moment-là, on arrive avec une équation qui ne balancera pas à la fin. Okay, on va avoir comme deux inconnus dans notre équation. Donc, on veut ici avoir seulement qu'un inconnu, donc seulement qu'un jeu. Il faut positionner les pièces de la bonne façon dans notre assemblage. Maintenant, concernant les jeux, vous avez ici, donc au niveau du jeu JA, il faudrait procéder avec une certaine méthode. Donc, on va avoir une technique spéciale pour positionner les vecteurs. OK? Puis on va avoir des règles très importantes à respecter là-dessus. Donc, je vous explique ça à l'instant. La technique, c'est qu'on va toujours commencer en sens inverse de l'origine de mon jeu. Donc, si moi j'identifie l'origine de mon jeu, c'est, si on peut dire, le départ de la flèche. Et je vais m'en aller en sens inverse jusqu'à temps que je vienne en, si on peut dire, là, en intersection avec une ligne d'appui. Et donc, on voit la ligne d'appui qui est ici. Et je vais tracer mon vecteur en sens inverse, comme ceci. Je vais identifier ce vecteur-là de la façon suivante. Donc, je vais toujours lui donner la lettre qui correspond à mon jeu. Donc, si j'ai la lettre A dans mon jeu, la lettre du vecteur va être A quelque chose. Donc, si c'est la pièce 1, donc ça va être le vecteur A1. Ce qu'on vous dit dans le bas, c'est de toujours bien identifier JA pour la cote du jeu et les différentes mesures, ça va être A1, A2, A3, etc., tout dépendant des pièces qu'on va rencontrer. Ensuite, on va changer de direction quand on n'aura plus de surface d'appui. Donc, pour cet assemblage-là, si je continue dans cette direction-là, je me rends compte que j'ai plus rien rendu là. Donc, j'ai plus aucune surface d'appui ou de surface terminale qui sont intéressantes. Donc, je n'ai pas le choix à ce moment-là, je dois changer de direction. Donc là, je m'en retourne dans l'autre sens. Je vais repartir. Si je me rends jusqu'ici, je vais avoir une surface terminale à ce niveau-là, mais cette mesure-là, je l'ai déjà faite. Okay? Donc, je ne peux pas me servir de cette distance-là, je dois continuer. Donc, si je me rends jusqu'ici, je rencontre une autre surface intéressante, une surface terminale. Maintenant, l'autre problème que j'ai, c'est que cette distance-là n'est pas une mesure intéressante sur une des pièces. Okay? Ça correspond à la distance de la première pièce, donc la mesure A1 qu'on pourrait dire, aller jusqu'à la fin du jeu. Donc, ce n'est pas vraiment une mesure réelle sur une des pièces. Okay? Donc, je vais juste compléter la numérotation ici. Ça, c'était 2, je pense. Donc, ce qu'on doit faire ici, c'est qu'on ne peut pas arrêter à ce niveau-là, il faut continuer. Donc, si je continue, même principe, cette distance-là ici ne représente pas une mesure. Donc, cette distance-là ne représente pas une mesure intéressante pour moi parce que je ne peux pas placer cette dimension-là sur un dessin de détail, par exemple. Donc, je vais effacer cette mesure et je vais continuer mon chemin. Donc, je continue jusqu'ici et rendu à cette distance-là, à ce moment-là, je rencontre une surface d'appui. Ça fonctionne. Et en plus, la distance que j'ai là, donc qui part de ce point-là jusqu'au bout ici, ça représente la distance A4. Donc, dans le fond, c'est la grandeur du contenant qu'on a ici. Okay? Donc ça représente une dimension.
que je peux placer sur un dessin de détail. Donc, si je ne peux pas continuer ici, parce que là, j'ai plus aucune surface intéressante, à ce moment-là, je n'ai pas le choix de changer de direction et je vais revenir dans la chaîne. Donc, le prochain vecteur va démarrer à cette surface-là et je vais m'en aller jusqu'à temps que je rencontre une surface intéressante. Ici, c'est la surface d'appui entre 2 et 3. Je vais être ici, donc je vais tracer mon vecteur là. Et puis, je vais l'appeler A3. Par la suite, ça ici c'était A1. Donc, par la suite, je continue mon chemin encore dans la même direction et je vais rencontrer la prochaine surface, qui est la surface terminale. Puis là, à ce moment-là, j'ai terminé la boucle, si on peut dire. J'ai fermé la boucle avec le vecteur A2. Ce que ça veut dire, c'est qu'une fois que vous avez fermé la boucle, vous êtes revenu au début du vecteur de jeu, eh bien, c'est que vous avez complété le travail. Donc, vous avez réalisé toute la chaîne de cotes. Donc, voici le résultat que ça me donne. Donc, si je numérote mes pièces, ça c'était la 1, ça c'était la 4, ça c'est la 3. Donc, ça va me donner le vecteur A1, le vecteur A4 et le vecteur A3 ici. Et les sens, les directions des vecteurs est extrêmement important parce que c'est ça qui va nous donner les signes positifs et négatifs dans nos équations. Puis si on se mélange et qu'on ne prend pas les bons vecteurs, à ce moment-là, c'est sûr que vous allez perdre beaucoup de points dans un examen, par exemple, parce que tous les calculs vont être mal. Donc, le résultat final, la chaîne de cotes qu'on va avoir, va être représenté de cette façon-là si on l'isole de la figure. Donc, nous, c'est à cette étape-là qu'on veut se rendre aujourd'hui dans le chapitre qu'on fait pour la première partie. On ne cherchera pas à tracer les équations pour l'instant, à faire les équations à partir de ça. Donc, on va se concentrer sur comment tracer les vecteurs de façon graphique. Attention, donc ici, il y a des règles très importantes qu'il faut respecter lorsqu'on fait le tracé des cotes. Donc, je vous les énumère, puis on va voir des exemples après. Donc, premièrement, règle importante, on ne peut pas tracer deux fois le même vecteur. Donc, si vous me faites le vecteur A1 dans une direction et qu'ensuite on change de direction, puis on retrace encore le vecteur A1, à ce moment-là, on crée une erreur. OK? Donc, au niveau des équations, ça ne balancera pas. Ensuite, deuxième chose qu'il faut faire attention, chaque vecteur doit correspondre à une mesure qui va apparaître plus tard sur les dessins de détail de la pièce. OK? Donc, il faut que chaque vecteur qu'on fait dans notre chaîne, il faut que ce soit une vraie mesure qui va apparaître sur un des dessins de détail. Pardon. Ensuite, autre règle à suivre, une pièce ne peut avoir plus qu'un vecteur. Donc, si vous avez une pièce, la pièce 1, supposons, qui a un premier vecteur sur une partie de la pièce, puis ensuite il y a un deuxième vecteur A1 sur la suite, si on peut dire, là, de la chaîne, à ce moment-là, ce n'est pas la chaîne minimum qu'on va faire. C'est qu'on va avoir, oui, une chaîne qui va fonctionner, peut-être qu'il pourrait balancer au niveau des équations, mais ce n'est pas la chaîne minimum. Donc, ça va créer un problème logique à ce moment-là. Et on n'atteint pas notre objectif d'avoir vraiment les meilleures mesures qu'on peut utiliser sur notre pièce. OK, je vous donne un exemple. Tracer juste une fois le même vecteur. Donc, si je trace ma chaîne de la même façon qu'on l'a fait dans l'exemple tout à l'heure, j'ai le vecteur A1 ici, je change de direction, je ne peux pas retracer encore le vecteur A1. OK? Ça ne se fait pas. Okay? On ne peut pas faire ça. Ensuite, deuxième chose, chaque vecteur doit correspondre à une mesure sur le futur dessin de détail de la pièce. Donc, si on prend l'assemblage qu'on a ici, on trace une chaîne de cotes, donc qui commence par le vecteur A, JA, ici, et on trace les vecteurs en sens inverse sur chacune des pièces. Donc, remarquez que je vous donne par exemple le vecteur A2 ou encore le vecteur A1. Donc, c'est des vecteurs qu'on va retrouver sur les dessins de détail. Voyez-vous, donc le A2 il est ici. Ça, c'est ma pièce 2. Et ça, c'est ma pièce 1. Le vecteur A1 va se retrouver ici. Et ça, c'est important.
Pourquoi? Parce que ce serait une erreur de commencer, supposons, la chaîne de cotes. Je vais vous donner un exemple ici. Et de partir comme ceci, puis de passer par-dessus, si on peut dire, la surface terminale, puis faire un vecteur comme ça qui va chevaucher deux pièces, par exemple, la 5 et la 4. Donc, premièrement, je ne saurais même pas comment l'appeler, là. Ce serait la A45, supposons. Ben, cette mesure-là ne peut pas être représentée sur un dessin de détail après. OK? Donc, ça, c'est absolument faux. On n'a pas le droit de faire ça. Dernière chose à faire attention, une pièce ne peut avoir plus qu'un vecteur. Donc, c'est la chaîne minimum qu'on veut obtenir. Donc, je vous donne un exemple ici pour euh, cet assemblage-là. Ben, je pars en sens inverse de mon vecteur de jeu. Je descends en sens inverse ici, le sens négatif, et j'atteins une surface. OK? Normalement, je ne devrais pas arrêter sur cette surface-là. Ce n'est pas un bon vecteur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une surface, c'est pas une surface d'appui. Donc, je n'ai pas de contact entre deux pièces ici. Ça, c'est du vide qu'on a ici. Donc, ce n'est pas une surface d'appui. Et en plus, ce n'est pas une surface terminale non plus. Donc, je n'aurai pas d'affaire à arrêter là. Ensuite, si je continue, je me trouve à avoir deux vecteurs qui vont s'appeler A1. Pourquoi? Parce que c'est la même pièce. Donc, c'est une mesure que je retrouverai sur une pièce et je retrouve une autre mesure de la même pièce. OK? Donc, ça, je n'ai pas le droit de faire ça. À ce moment-là, je n'aurai pas la chaîne minimum. Maintenant, je vais vous faire un exemple juste comme ça, au tracé au crayon. Puis ensuite, on va faire le même exemple. On va le faire avec le logiciel. OK. Donc, si je cherche le jeu A, dans mon exemple 1. Donc, le jeu A, on appellerait JA. De quoi est-ce que ça va dépendre cette distance-là? Donc, qu'est-ce qui va faire varier cette mesure-là? Donc, on peut commencer par une réflexion, puis dire, OK, quelles sont les pièces qui rentrent en jeu dans cet assemblage-là qui vont faire que mon jeu JA va varier? Donc, je vais avoir la pièce 5 qui va varier. Dans le fond, si la hauteur totale de la pièce 5 varie, ça va faire varier le jeu JA. Aussi, si je fais varier la hauteur, aller jusqu'à cette surface-là, de ma pièce 1, ben, ça va faire varier aussi la hauteur JA, ou le jeu JA. Les autres positions, comme par exemple la hauteur ici, la hauteur là, la hauteur de ça n'a pas d'importance. Donc, c'est important au début de cibler quels vont être en gros, là, okay? Donc sans nécessairement avoir toutes les réponses du premier coup. Au moins prendre un petit 2 secondes de réflexion puis regarder c'est quoi qui va influencer la position ou la mesure JA en bout de ligne. OK, donc ça ici, c'est une chaîne qui est très très simple. Dans le fond, je pars en sens inverse et je vais descendre. Donc, je descends jusqu'à ce que j'aie une surface de contact entre les pièces. Donc, si je m'en viens ici, la première surface de contact que je rencontre, c'est ça. Bon, mais dans ma réflexion tout à l'heure, j'ai dit que cette surface-là n'avait pas d'importance pour la position JA. OK, donc c'est une surface de contact, mais elle n'a pas d'importance ici pour l'assemblage que je veux faire. Donc, je vais continuer, comme ceci. Et là, j'arrive à une surface de contact qui va être importante. Donc, je vais tracer mon premier vecteur ici, comme ceci. Et ça va être mon vecteur pour la pièce 1. Okay? C'est une mesure que je vais retrouver sur le dessin de détail de la pièce 1. Donc, ça va être le vecteur A1. Ensuite, je vais changer de direction ici. Pourquoi? Parce que si je continue, je rencontre des surfaces terminales ou des surfaces de contact, mais ce n'est pas des surfaces qui ont une influence dans ce jeu-là. Okay? Donc, je n'ai pas le choix de changer de direction ici. Je vais remonter vers le haut. Et je vais suivre le même système, si on peut dire. Ici, je rencontre la même surface terminale, ça n'a pas d'importance. La même surface de contact, je veux dire. Je continue vers le haut. Ici, j'ai une surface, oui, c'est une surface terminale, mais ça me donne le même vecteur que j'ai déjà. Ça me donne encore le vecteur A1. Donc, je n'ai pas le choix de continuer encore. Et là, ça va me rendre jusqu'à ma surface terminale du jeu. Donc, à ce moment-là, je vais avoir le vecteur A5
parce que c'est la pièce 5 ici qui est mesurée avec ce vecteur-là. Et ça va me donner ma chaîne minimum. OK? Donc, cet assemblage-là, si je fais le dessin de détail rapidement de ma pièce A5, excusez, c'est la pièce 5 et non pas A5. Donc, si je fais le détail de la pièce 5, OK, c'est comme ça, j'aurai la mesure A5 qui serait sur ma pièce 5. Si je fais le dessin de la pièce 1, donc c'est une pièce qui ressemble un peu à ça, j'ai mon alésage pour le trou de passage de la vis, comme ceci. Donc, je vais avoir la mesure A1 qui va apparaître sur ma pièce. OK? Puis ça, ces choses-là, c'est vraiment important, là. Il faut faire le lien entre le vecteur A1 qui, plus tard, va devenir une mesure. OK? Sur mes dessins de détail, ça va devenir ma mesure A1. Et avec les calculs que je vais faire dans ma chaîne de cotes, je vais être capable de savoir comment fabriquer ma pièce, avec quelle tolérance, pour obtenir le bon fonctionnement. Ça marche? Je vous donne un autre exemple. Donc, pour notre exemple 2, on a le vecteur C, donc le jeu JC. Et on va travailler ici avec un assemblage qui va être un petit peu plus complexe. On va mettre en lien un peu plus de pièces. Donc, première chose qu'on fait, comme à chaque fois, ça va être d'analyser un peu qu'est-ce qui va donner ou qu'est-ce qui va avoir une incidence sur le jeu JC. Donc, ici, on va commencer par regarder c'est quoi JC. Donc, c'est la distance, dans le fond, c'est la longueur de filet qui va dépasser de la pièce bleue. OK? Donc, cette longueur-là est importante dans mon fonctionnement d'assemblage parce que si je n'ai pas suffisamment de filets, eh bien, je ne serai pas capable de serrer et d'avoir un effet de serrage ici entre les deux surfaces. C'est ça qu'on veut. On veut être capable de venir mettre un couple de serrage sur notre vis et que ça vienne créer un assemblage rigide. OK. Donc, qu'est-ce qui va avoir une incidence sur cette distance-là? Bien, premièrement, j'ai la distance ici qui probablement va avoir une incidence. Donc, c'est l'épaulement sur l'écrou en T, la pièce bleue. Donc, cette distance-là va avoir une importance parce que plus ça va être long, dans le fond, moins qu'il va me rester de filet. Puis c'est le même principe aussi pour la pièce verte. OK? Donc, ma pièce verte, plus cette distance-là ici va être longue, moins que je vais avoir de filet qui va rester. Pas tout à fait, en fait. Je reviens en arrière. À bien y penser, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Pour la pièce verte, ce ne sera pas vraiment cette distance-là parce qu'on voit que ça ne change pas la longueur de filet. Donc, je reviens sur mes pas et je me dis, OK, si ce n'est pas cette distance-là qui est importante, d'après moi, ça va être celle-là qui va être importante. OK, donc la distance qui est ici va avoir une incidence parce que ça va faire monter la vis ou la faire descendre, tout dépendant de la distance qu'il va y avoir. Donc, si je fais descendre la vis, c'est que ça vient réduire la distance de filet. OK. Donc, ça, c'est une réflexion qu'on fait. Puis, vous voyez, je ne l'ai pas du premier coup, moi non plus. Donc, c'est en faisant le travail qu'on se rend compte, oui, ça a une incidence ou non, ça n'a pas d'incidence. Ou lorsqu'on se trompe dans nos suppositions, bien, on le voit ressortir tout de suite en faisant la chaîne de cotes, quel va être le problème, puis ça va être quoi le bon résultat finalement. OK, donc là, j'ai un peu une idée là, de ce qui va être important. Finalement, c'est tout ce qui est dans cette zone-là, là, OK, qui va m'intéresser. Euh, la partie qui est ici, on l'a fait tout à l'heure dans le premier exemple, donc ça n'aura pas d'incidence pour mon assemblage ou pour le jeu JC que j'ai là. OK, donc cette partie-là, je n'en parlerai pas dans cette chaîne-là. OK, donc je fais le travail au long. Premièrement, mon jeu JC, je dois partir à l'origine et je vais descendre en sens inverse. Ce qui arrive en premier, c'est que je rencontre la surface que j'avais identifiée tout à l'heure. Donc, ça devient ma première surface de contact. Cette distance-là,
c'est une distance qui appartient à la pièce numéro 3. OK? C'est la distance de l'épaulement sur la pièce bleue, ici. Donc, ça, c'est la mesure A3. Ensuite, je vais descendre. Je rencontre ça ici. Ça n'a pas d'importance. Excusez, ça n'a pas d'importance pour la position du filet. Cette surface-là non plus. Cette surface-là non plus. Pourquoi ça n'a pas d'incidence? C'est parce que je peux faire varier autant vers le haut ou vers le bas cette mesure-là. Ça ne change pas la position de la surface ici. OK. Donc, si j'ai plus rien, je dois être obligé de continuer, mais en sens inverse. Donc, je change de direction ici et je vais repartir vers le haut. Si je repars vers le haut, je rencontre ma surface terminale et ça me donne la même mesure que A3. Donc, je ne peux pas arrêter là, je dois continuer. Si je continue par la suite, j'arrive à une surface terminale ici. Cette mesure-là ou cette position-là, je ne peux pas l'utiliser parce que ce n'est pas une distance que je peux répéter sur un dessin de détail. Okay? C'est une mesure qui part d'une pièce, qui s'en va à une autre pièce. Et ça ne peut pas fonctionner dans un dessin. Je vais avoir seulement que des mesures qui s'appliquent sur des pièces. Donc, je n'ai pas le choix de continuer. Et là, je vais me rendre jusqu'à la surface de contact entre la pièce 4 et la pièce 1, qui est ici. Donc, ça, c'est mon vecteur A4. Ensuite, je vais continuer vers le haut. Et là, j'arrive à... Bon, il y a cette surface-là, mais on le sait que ce n'est pas une surface intéressante. J'ai celle-là ici qui est une surface de contact. OK? Donc, cette surface-là est très importante parce que ça va faire changer la hauteur de la vis. Donc, par le fait même, changer la position des filets. Ça, c'est la pièce 1. C'est la pièce verte. Donc, c'est la mesure que je pourrais placer plus tard sur le dessin de détail de ma pièce 1. Ensuite, je continue. Pas vraiment rien d'intéressant vers le haut. Je dois changer de direction. Comme ceci. Et à ce moment-là, il va me rester une pièce que je n'ai pas identifiée encore au niveau des mesures. C'est la pièce 2, donc la vis. Donc, je vais partir ici en sens inverse et je vais descendre. Cette mesure-là, je l'ai déjà faite, c'est la A1. Donc, je n'ai pas le choix de descendre et je vais aller jusqu'à mon vecteur du jeu. Donc, je me trouve à fermer ma boucle en faisant ça. Donc, ça, c'est la mesure A2. Et voilà. Donc, c'est la boucle, dans le fond, qui est fermée. Ça veut dire que j'ai terminé ma chaîne. Les vecteurs vont être A3, A4, A1 et A2. Très important, plus tard, nous, on va faire avec ça les équations et je vais pouvoir calculer mes valeurs et ainsi, je vais pouvoir compléter mes dessins de détail avec les bonnes tolérances. Maintenant, on serait rendu à faire l'essai du logiciel cotation. Donc, le logiciel cotation, vous allez le retrouver sur le partage dans le dossier de tolérance dimensionnelle et géométrique. Ce qu'on va retrouver, c'est un dossier qui s'appelle cotation. Et si on regarde dans le dossier, vous avez un fichier d'exécution qui s'appelle cotation.exe. Si vous double-cliquez dessus, ça va lancer le logiciel. Donc, il n'y a pas d'installation à faire sur votre ordinateur. Vous pouvez directement exécuter le logiciel cotation à partir de soit des ordinateurs du cégep ou à la maison. Donc, il n'y a pas d'installation à faire. Le logiciel est très simple. Ça fonctionne directement comme ça. Donc, une fois qu'on a lancé le logiciel, on va aller dans Exécuter et vous allez choisir pour commencer les exercices de niveau 2. Donc, c'est un peu bizarre, on commence avec le niveau 2. Le niveau 1 est plus complexe que le niveau 2. Donc, c'est un logiciel qui a été fait par probablement des amateurs en programmation qui étaient professeurs, je pense, du côté de la France, là, qui ont fait ce petit logiciel-là. Et c'est un logiciel gratuit, donc il ne faut pas s'attendre à de la grosse programmation. Sauf que c'est fonctionnel pour ce qu'on a à faire, puis je trouve que c'est intéressant. C'est une belle façon d'apprendre à faire les chaînes de code. OK, donc première chose qu'on voit ici, dans la page, il nous montre l'ensemble au complet de toutes les pièces et vous avez tous les jeux qui sont identifiés.
Donc, le premier jeu qu'on a fait en démonstration à la main, c'était le jeu JA. Donc, on va cliquer sur A pour faire ce jeu-là. Et là, on va tout simplement se déplacer à l'écran jusqu'à la prochaine surface qui nous intéresse. Donc, nous, on a dit que ce n'était pas celle-là qui était bonne, c'est la surface suivante, qui est une surface de contact. Donc là, je viendrai cliquer ce point-là. Et l'étape suivante, ça va être d'identifier la pièce. Donc, moi, c'est une mesure qui appartient à la pièce 1. Donc, je vais venir ici, cliquer sur 1 pour identifier le premier vecteur. Par la suite, le logiciel veut continuer à placer des vecteurs. Donc, je pourrais descendre plus bas, choisir d'autres surfaces. Mais là, moi, dans mon cas, c'est vraiment la surface du dessus ici qui est importante, qui représente la mesure A5. Donc ça, le vecteur est comme ça, et je choisis la pièce 5. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On a fait la première chaîne de cote avec le logiciel. Maintenant, vous avez une boîte de dialogue, chaîne correcte, qui apparaît. Okay, donc cette boîte-là, moi, je veux l'avoir dans vos captures d'écran. Pardon. Donc, une fois que vous êtes à ce niveau, très important, avant de faire oui, pour traduire une autre condition, il faut faire une capture d'écran. Donc, moi, je vais y aller avec la capture d'écran Windows. Donc, je vais sélectionner l'assemblage qui m'intéresse et la boîte de dialogue chaîne correcte. C'est important, moi, je veux les voir. Je veux savoir si vous aviez bien réussi la chaîne. Donc, cette capture d'écran-là, je vais l'utiliser dans Word. OK? Donc, moi, je vais tout simplement activer. Là, je ne le vois pas dans mon. Parce que ma fenêtre va dans le bas de l'écran. Je ne peux pas faire ça non plus. Là, à ce moment-là, je pourrais faire oui ou non. Là, ça ne changera pas grand-chose. Je vais tout simplement baisser la fenêtre. Je vais aller dans Word. Et je vais me partir un nouveau document. Puis là, prenez la peine d'inscrire un titre. Là. Donc, chaîne de cote. Puis, appelez-le niveau 2. Comme ça, il y aura pas de. Ça va être plus facile pour se retrouver. Puis là, vous allez identifier la chaîne que vous venez de faire. Donc là, c'était la chaîne A. Et puis ça, c'était pour le premier exercice qui était une butée. Donc, butée, chaîne A. Donc, on identifie ce qu'on fait, là, ça va toujours mieux. Et ensuite, je vais coller mon image. Et voilà. Donc, vous avez dans une page, vous avez suffisamment d'espace pour faire ici, là, vous avez suffisamment d'espace pour coller 2 images par feuille sans problème. Donc, il faudra faire ça pour les suivantes aussi. Donc, on va se créer un document Word qui va être complet avec toutes les captures d'écran qu'on a demandées. Et en plus, quand c'est fini, dans le fond, quand vous avez fait l'ensemble du projet, vous pouvez aller sur Enregistrer sous et sauvegarder ça en format PDF. Comme ceci. Et on va lui écrire un nom. Et dans le nom, on peut l'appeler chaîne niveau 2. Vous allez mettre votre nom. Comme ça, on va savoir c'était qui. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Puis là, moi, il n'a pas l'air à vouloir, je ne sais pas pourquoi. Si je l'appelle... Ah, c'est parce que je suis dans un endroit que je ne peux pas sauvegarder sur mon ordi. Donc, supposons que je le mets dans mon dossier de tolérance. On fait enregistrer là-dessus. Et il va me donner un aperçu du PDF. Vous voyez, donc c'est le genre de travail que je vais ramasser puis que je vais corriger. OK, je retourne à mon logiciel. Donc là, vous voyez qu'après avoir fait la chaîne de cote numéro 1, ou la A plutôt, le logiciel semble avoir des difficultés. Là. Donc on voit ici que la boîte de dialogue n'a pas disparu, puis je ne peux plus choisir d'autres affaires. Là. OK, donc ça ne va pas très bien. Donc, comme je vous disais, c'est un logiciel qui n'est pas tout à fait au point, là, mais qui fonctionne quand même si on sait comment faire. Donc là, c'est très simple. Dans le fond, je vais aller réexécuter la butée. Et à ce moment-là, je vais pouvoir, dans le fond, ça va comme mettre à jour là, toute l'image et je vais pouvoir sélectionner la deuxième chaîne qui est la B. Je peux faire avec vous la C, celle qu'on a faite en exemple tout à l'heure à la main. Donc, je vous avais dit que cette mesure-là ici était importante, dans le fond, aller jusqu'à la pièce bleue. Et ça, c'était ma mesure 3. Ensuite, si je descends plus bas, je n'ai rien d'intéressant. Je n'ai pas le choix de remonter
Et là, je dois me rendre jusqu'à cette position-là parce que ça représente la mesure de la pièce 4, dans le fond, qui est la hauteur de l'épaulement. Ensuite, si je continue, je vais pouvoir aller chercher la hauteur de la tête de vis. Et ça, c'est ma pièce verte, c'est la 1. Ensuite, si je monte, il n'y a plus rien qui m'intéresse là-dedans. Je dois changer de direction. Et là, je n'aurai pas le choix de redescendre jusqu'au niveau des filets, qui est ma surface terminale. Ça, c'est la pièce numéro 2. Et voilà, chaîne correcte. Donc, je viendrai faire une capture d'écran. Ceci. On retourne dans Word. Ça, c'est mon PDF. Donc, si je retourne dans Word, je vais tout simplement coller mon image. Et n'oubliez pas d'inscrire le texte. J'ai fait ça un peu vite, là. Donc, le texte qui se rapporte à ça, tout simplement inscrire que c'est la chaîne. Ça ne fonctionne pas. Bravo Word. Souvent des problèmes avec Word. Pour les mises en page, bon. Chaîne B, C, celle-là. OK, donc on continue comme ça. Puis quand vous avez terminé, on fait un PDF avec ça et ce sera ce qui sera à remettre. Maintenant que vous avez eu la démonstration sur le logiciel cotation et les exemples, je vais vous expliquer un peu plus qu'est-ce qu'on aura à faire comme travail à partir de ça. Donc, premièrement, dans le logiciel, comme je vous avais déjà expliqué tantôt, on va devoir travailler avec les chaînes de niveau 2. Parce que les chaînes de niveau 1 comprennent le calcul des équations. Et nous, on n'est pas rendu là. Donc, il faut commencer avec le niveau 2 dans les exercices. Et on va cibler les assemblages à partir du début, donc à partir de la butée. Et on va se rendre jusqu'au réducteur, en incluant le réducteur aussi. Donc, pour chacun des exercices, on va devoir faire le tracé de la chaîne, faire les captures d'écran, comme montré dans l'exemple, et ensuite coller ça dans Word. Je vous demande de mettre 2 images par feuille parce que c'est plus facile pour la mise en page. Et puis, on va devoir faire une sauvegarde en format PDF de votre fichier Word. Et c'est le document que vous allez devoir remettre sur la remise ou sur Léa. Donc, ce sera ça le travail qu'on aura à faire cette semaine. Dans chacun des assemblages, il y a quand même plusieurs chaînes de cotes à faire. Donc, il faut prendre le temps de bien faire les chaînes. Et très important aussi, je veux avoir dans vos captures d'écran la boîte de dialogue qui indique que la chaîne est correcte, que la chaîne a été bien faite dans le logiciel. Donc, ce sera ça pour cette semaine. Merci beaucoup.